Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre. C'est la dernière séance de la semaine. Que peut-on dire sur cette semaine ? Eh bien, on a eu beaucoup de mouvements pour finir à l'équilibre. On a commencé la semaine en hausse, ensuite on a touché des résistances, on est parti violemment à la baisse le jeudi, donc hier. Dès le début de la séance, on a touché des supports. La MM200 a été atteinte sur le CAC. Le S&P était sur les 2120 points. Malgré la baisse, ça faisait 3 séances d'affilée qu'on baissait. Le VIX augmentait mais n'explosait pas non plus. L'or et le yen ne se renforçaient pas énormément. L'aversion au risque n'était pas très forte. J'ai passé les dernières 24 heures à vous dire que si on ne cassait pas les supports, eh bien on pourrait repartir à la hausse, que le pire n'était pas certain, que les mauvaises nouvelles étaient déjà dans les cours et qu'on assistait hier à un ajustement des indices européens par rapport aux indices américains, mais que voilà, le pire n'était pas certain, on revenait sur des zones de support et je ne voyais pas de catalyseur qui pourrait les casser. Les supports ont tenu, on est reparti à la hausse. Alors je dis fin de semaine dans le calme, point d'interrogation, c'est parce que le CAC 40 a commencé la semaine vers 4440 points et nous sommes actuellement à 4440 points. Donc on peut dire que c'est une semaine pendant laquelle on a encore une fois botté en touche. Mais la séance n'est pas finie et on peut encore remonter un petit peu. On a cet après-midi des chiffres américains ainsi que Janet Yellen. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Voici avant toute chose un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez comme tous les matins utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir donc les actualités marché, macro, le palmarès action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 gagne 2% depuis hier 16h après un beau rebond du S&P 500 sur les 2120 points. Le DAX retrouve son niveau d'ouverture hebdomadaire à 10 480 points. Le CAC, c'est à peu près pareil. On est donc revenu à l'équilibre sur la semaine. Le VIX se stabilise sur les 17 points après 3 séances de hausse consécutives. Donc 3 séances de hausse consécutives sur le VIX, 3 séances de baisse consécutives sur l'Europe. Et maintenant, on se stabilise. Le pétrole WTI retrouve ses plus hauts annuels à 51 $. Il n'est qu'à 1% de ses plus hauts de l'année. Hier, on a eu la publication des stocks de pétrole. Comme d'habitude, j'espère que vous avez fait bien attention aux stocks de pétrole, mais également aux produits distillés et à la gasoline, comme je vous le dis à chaque fois. Car même si les stocks étaient attendus en hausse de 400 000 barils et qu'on a eu des stocks en hausse de 4,9 millions de barils, ce qui pouvait apparaître comme énorme, eh bien les stocks de gasoline ont baissé pour la première fois en 3 semaines et les stocks de produits distillés ont baissé pour la 3e semaine consécutive. C'est la raison pour laquelle, juste après la publication des stocks et un petit trou d'air, on est reparti à la hausse dans le sens de la tendance. AUD, USD et NZD USD ont parfaitement rebondi sur leur bas de canaux haussiers. Donc ça, je vous en ai parlé hier matin, hier après-midi. Je vous expliquais que l'AUD et le NZD étaient les deux monnaies les plus haussières contre le dollar depuis 6 mois. Je vous expliquais qu'en analysant ces deux paires et en constatant qu'elles revenaient sur des supports, on pouvait donc définir que le dollar arrivait sous résistance. Et c'est ce qu'il s'est exactement passé. L'AUD et le NZD ont pris appui sur leur bas de canaux, sont repartis à la hausse et le dollar a consolidé. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, AUD et NZD ont rebondi contre le dollar. Concernant la livre et l'euro, c'est un petit peu plus complexe puisque ces paires sont plus baissières. En termes d'actualité macroéconomique, la dette chinoise a augmenté de 220% depuis la crise de 2008. Le niveau de dette devient tel que les banques pourraient avoir besoin de lever 2 trillions de dollars pour nettoyer le secteur bancaire d'après Standard & Poor's.
Donc la Chine reste un élément perturbateur des marchés financiers et ça, ce sera un épisode à suivre, ce sera des épisodes à suivre dans les trimestres à venir. Johannes Mayer, chef économiste de Bayern LB, anticipe un allongement du programme d'assouplissement quantitatif de la BCE au-delà de mars 2017. Il n'est pas le seul. Nombreux économistes estiment que la BCE ne peut pas compléter son programme d'achat sur le marché obligataire en l'état et qu'il faudra donc potentiellement modifier le programme, voire l'allonger. Donc les taux devraient rester encore un certain temps très bas. La publication hier des minutes de la Fed a confirmé la perspective d'une hausse de taux cette année, les Fed Funds indiquant 70% pour décembre. Donc ça, c'est important. Alors, c'était pas hier, c'était avant-hier. Mais les Fed Funds nous indiquent bien donc qu'on devrait avoir une hausse d'ici la fin de l'année. Et c'est ce qu'ont validé certains membres de la Fed hier dans leur discours. Et puis, on notera que les prix à la production en Chine ont augmenté pour la première fois en 5 ans. Alors, autant hier, les chiffres de la balance commerciale chinois ont fait basculer les marchés dans le rouge, autant ce matin, le fait que les prix à la production et les prix à la consommation étaient supérieurs aux attentes, eh bien, ça a fait rebondir les marchés. Côté palmarès action, on retrouve Unicredit qui envisagerait une augmentation de capital de 13 milliards. On retrouve Infosys qui publie un second profit warning en 3 mois, ce qui devrait peser sur Capgemini. On retrouve Casino qui a publié une croissance de 6,7% de ses ventes au troisième trimestre à 10,42 milliards. Et puis je vais vous parler également d'autres publications quand on regardera les graphiques. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a plus de 35 titres en hausse, on en a 36 exactement puisqu'on a 4 baisses. Il y a seulement Accor qui est à près de 2% à la baisse, mais sinon les autres titres sont en petite baisse et vous voyez que on retrouve bancaire et matériaux de base dans les hausses. Donc de nouveau, les titres comme Eramet, ArcelorMittal, toutes les bancaires sont recherchés et ça c'est plutôt une bonne chose pour l'appétit pour le risque. Côté statistiques passées, on a eu l'indice des prix à la consommation en Allemagne qui est ressorti hier en ligne avec le consensus. On a eu les prix à l'importation aux États-Unis qui ont augmenté de 0,1% en septembre contre 0,2% en août. Et on a eu les prix à la consommation qui ont augmenté de 1,9% en Chine en septembre contre un consensus à 1,6%. Et ça, en plus des prix à la production, c'était la bonne nouvelle de cette nuit. En termes de chiffres économiques, ce jour, ce sera 100% US. À 14h30, les ventes au détail et à 16h, l'indice de sentiment de l'Université du Michigan. Et puis on notera également un discours de Janet Yellen à 19h30. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Donc si vous êtes un habitué de mon émission, vous savez que j'adore l'analyse technique, que j'adore les figures chartistes. Vous savez que je répète très souvent, pas de cassure, pas de signal. Donc, on est aujourd'hui vendredi. Mercredi, je vous expliquais qu'on était dans un triangle sur le Dow Jones et que si on en sortait par le bas, eh bien effectivement, on pourrait avoir une correction d'ampleur. Hier jeudi, on était en train de casser ce triangle et je vous expliquais que j'attendais de voir la fin de la séance, non convaincu de la baisse. Parce que si on tenait les plus bas ici, et ça a été le cas, eh bien on pouvait faire un double bottom. Vous pouvez voir qu'on a clôturé à l'équilibre, qu'on est toujours aujourd'hui dans le triangle. La possibilité qu'on sorte de ce triangle par le haut reste donc complètement valide. Vous comprenez donc l'importance de ne pas anticiper des signaux, mais bien d'attendre les clôtures journalières pour ne pas faire de bêtises. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et là, je vous avouerai que je suis quand même très content de cette superbe réaction du CAC 40 sur la MM200 jours. On s'est servi de cette zone de prix, la zone des 4350, 4370 pour surveiller ici à la fin septembre les trous d'air qu'on a eu sur le marché avant la remontée des cours vers 4500. De nouveau, je vous expliquais hier qu'on revenait sur MM200, qu'on revenait sur un support clé, que les États-Unis n'allaient pas forcément basculer, que si effectivement les États-Unis cassaient leur plus bas et accéléraient, le CAC 40 pourrait revenir vers les 4340 voire 4300, mais qu'à contrario, on pourrait très bien repartir à la hausse dans le triangle chartiste dans lequel on est depuis un mois et demi.
Donc voilà, les acheteurs se sont présentés, le pétrole est remonté en fin de séance, les indices américains ont positivement réagi, le CAC 40 déjà remonté hier en fin d'après-midi, grâce aux bons chiffres asiatiques ce matin, il part en ligne droite. Tout à l'heure, un membre qui écoute l'émission souvent, Paul, me disait oui, la journée n'est pas finie. Effectivement, la journée n'est pas finie, on pourrait remonter encore plus vite. Quelle en est la raison? Bien tout simplement, l'absence de mauvaises nouvelles est une bonne nouvelle. On a fait un point bas hier avec un superbe chandelier et aujourd'hui on repart à la hausse. Donc on a tous les vendeurs qui sont en train de racheter leurs positions vendeuses et c'est ce qui explique que la hausse peut être tout aussi rapide qu'a été la baisse. Donc voilà, plus de peur que de mal, le pire n'est pas certain, la zone des 4430 semble reprise. Tant qu'on clôture ce soir au-dessus des 4430, eh bien le marché à moyen terme reste haussier et le marché à court terme reste soutenu et on pourrait de nouveau viser les résistances. C'est la même chose sur le DAX. Le DAX, hier, je vous l'ai montré pile poil le matin, on était à 10 360, 70 points. Je vous ai indiqué que le DAX était certes sorti violemment de son range par le bas, mais qu'il avait très rapidement atteint son objectif graphique baissier. Donc voilà, le DAX a atteint son support hier, la zone des 10 330 points, les anciens plus hauts de mai, juin et juillet, et il repart à la hausse. Le DAX est dans un range depuis 2 mois. Sous 10 350, c'est des zones de soutien avec des acheteurs. Au-dessus des 10 650, c'est des zones de vente avec des vendeurs. On a tenu la zone de support, on remonte vers les résistances. Ensuite, le S&P, l'indice américain. Donc hier, en fin d'après-midi, j'ai quand même pris le risque sur Twitter de poser la question et puis de mettre en copie tous mes camarades analystes et journalistes et de leur dire: tout le monde est baissier, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un double bottom, à un double test des plus bas, avant tout simplement de repartir à la hausse dans le sens de la tendance principale? C'était un peu le scénario du diable. Eh bien, c'est ce qu'il s'est passé pour le moment. On a une tendance haussière de fond depuis 6 mois. Depuis le début de la rentrée, les cours devaient consolider. On a consolidé ici violemment le 9 septembre. Ensuite, on s'était repris en dents de scie. Les marchés manquaient de respiration. Souvent, on a besoin de purger le marché pour voir si les acheteurs défendent toujours les supports, pour voir ce que les vendeurs ont dans le ventre. Donc pour l'instant, eh bien, on a eu des craintes, de la peur, on a consolidé sur les indices US, on est revenu sur support, les supports ont tenu et donc tant qu'on est au-dessus des supports, il convient de rester haussier et factuel et pragmatique. La tendance de fond est haussière, les supports sont en place, on est dans un range comme en Europe depuis 1 mois et demi, le support a tenu et donc on pourrait de nouveau aller challenger des résistances. Quant au VIX, eh bien, hier, je vous montrais donc ce niveau des 17, au-dessus duquel on avait accéléré en séance. Eh bien, on est revenu clôturer dessous. Les 17 points sur le VIX, c'est une zone qui avait été très travaillée à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Fin septembre, quand on s'est fait peur sur les indices, c'est aussi cette zone de prix que le VIX a atteint. Donc là, on avait 3 séances de hausse consécutives. On a clôturé hier, heureusement, sur les 17 points. Et là, la volatilité redescend. Tant qu'on est au-dessus des supports sur les indices et que le VIX ne réaccélère pas à la hausse, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on devait clôturer sous les supports, c'est-à-dire sous les 4430 sur le CAC, et si on devait de nouveau aller se faire des frayeurs sur les indices US, et que le VIX réaccélérait au-dessus des 17 points, là on pourrait parler de baisse, de peur, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de baisse. Il y a eu des prises de bénéfices appuyées pendant 24 heures et on est reparti tout aussi sec dans le sens de la tendance. Alors, je lis vos questions. Alors, Hervé me dit, hier vous avez dit que le SP500 et le Dow Jones devaient clôturer respectivement à 2130 et 18100. Donc on a une clôture du SP500 à 2131. Donc juste au-dessus de ce seuil. Et on a eu une clôture du Dow Jones à 18 110 points ou 105 points. Et donc on a clôturé au-dessus des 18 100. Donc effectivement, Hervé, les deux supports indiqués hier n'ont pas cassé sur les indices américains.
Alors Manu me dit où trouver ces infos sur la gasoline et les produits distillés. Eh bien au moment où les chiffres sont publiés, généralement je les publie dans la foulée sur Twitter. Et si vous suivez Twitter, vous verrez très rapidement les stocks dans les premières secondes être publiés. Hervé dit, peut-on considérer que le marché américain va être haussier aujourd'hui? C'est pas évident. Après un chandelier comme celui d'hier, on pourrait consolider à plat, mais la probabilité de retour haussier sur la séance du jour après les chandeliers d'hier, effectivement, Hervé est la plus forte. Paul dit, est-ce que ça peut monter même si les chiffres américains sont mauvais? Bah Paul, vous savez bien qu'un chiffre américain mauvais n'est pas forcément mauvais pour les indices. Parce qu'un chiffre qui repousserait la hausse de taux potentiel, c'est un chiffre qui serait un soutien aux indices. Donc attention à ne pas considérer tout chiffre mauvais comme baissier pour les indices. Des fois, vous pouvez entendre l'expression bad news is good news. Ça veut dire qu'une mauvaise nouvelle peut être une bonne nouvelle. Allez, on va passer à la catégorie suivante, les actions françaises. Dans les actions françaises, ce matin, on retrouve Forestia qui a publié ses résultats et qui est en baisse de 2%. On retrouve Spire Communication qui est toujours dans une tendance baissière. On retrouve Accor qui est sous pression mais qui revient vers ses plus bas annuels et il faudra peut-être surveiller ce titre. On a Virbac qui est baissière depuis sa publication de résultats mais qui revient également ici vers des supports. On retrouve aussi des biotech comme DBV Technologies qui continue de consolider, comme AB Science qui est vraiment délaissé depuis 2 mois. Et d'ailleurs, il faudra surveiller les biotech parce que si les indices rebondissent, eh ben, ce secteur pourrait peut-être enfin rebondir. Dans les hausses, on retrouve SFR Group puisque le groupe Altis va se renforcer. On retrouve Edenred qui est dans une superbe tendance haussière depuis le mois de février et qui retrouve ses plus hauts annuels. On retrouve Genfit, donc c'est ce que je vous disais, hein, les biotech qui commencent à tenter des réactions maintenant que les indices réagissent à la hausse. Donc on a frôlé mon oblique et pour l'instant ça réagit. On retrouve bien sûr l'énergie, Valorec qui attaque sa résistance et qui pourrait accélérer si le pétrole cassait ses plus hauts annuels. CGG aussi. On retrouve Renault et les bancaires. Donc l'automobile et les bancaires, le fait qu'elles soient en hausse, ça montre qu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés. Souvenez-vous, hier, on avait regardé donc Eramet aussi, qui comme ArcelorMittal, comme Valorec repart à la hausse. Je ne sais plus quel titre on avait regardé hier, c'était AXA. Ouais. Et donc hier, AXA, je vous avais dit, voilà, on perd 4% sur la séance, au final on a perdu 3% en clôture, on est revenu tester une résistance devenue support et puis aujourd'hui on repart. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas, c'était pas non plus la Bérésina. AXA avait pris 15%, 14% en l'espace de 8 jours, on en a perdu 3 hier, il n'y avait pas de quoi en faire un fromage. Ensuite, dans les matières premières. Alors, dans les matières premières, on retrouve le sucre qui est toujours dans son range. On retrouve le jus d'orange qui a validé les risques baissiers en cassant son support de court terme, qui fait désormais résistance. Donc je vais le mettre en rouge. Le café Robusta, il est toujours haussier dans un canal haussier. Par contre, vous remarquerez que à chaque fois qu'on arrive à proximité de la borne haute, eh bien, il y a des reflux. Donc, pour ceux qui seraient intéressés de jouer cette borne haute de canal, eh bien, on n'est pas très loin. Elle est vers 2035-2040. Donc, on verra si les cours y vont, comment ils y réagissent. Les pétroles dont je vous parlais tout à l'heure, donc ils sont remontés hier après les stocks, ils continuent de grimper aujourd'hui. Et si le pétrole venait à casser ses plus hauts annuels à 51,40, 51,50, eh bien ce serait une accélération supplémentaire vers les 52,50, 53 $, l'objectif théorique dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et ça aiderait les indices à grimper encore plus haut. Donc vous voyez, hier j'ai essayé de vous expliquer que les indices n'allaient pas forcément chuter, que le pétrole n'allait pas forcément se retourner, que le dollar n'allait pas forcément aller beaucoup plus haut. Et bien les indices ont réagi sur support, le pétrole est resté dans sa tendance haussière, par contre le dollar, lui, il a consolidé après 15 jours de hausse discontinue. Ensuite, le blé. Le blé, donc beau décalage haussier, enfin.
Alors, effectivement, certains ont dû lâcher l'affaire au bout d'un certain temps puisqu'on bloquait sous la résistance, qu'il y avait des faux signaux et que c'était pas très clair. Donc c'est clair que le blé n'a pas été évident. Il a mis longtemps, il a donné des faux signaux, il est sorti violemment hier et il valide aujourd'hui. Si vous voulez définir des zones d'objectif, il faut tout simplement regarder les zones de support et de résistance que l'on a travaillées ces dernières semaines. Donc le support désormais c'est la zone des 390-393. La première résistance d'importance ici elle est vers 425. Et ensuite on a une deuxième zone de résistance ici vers 440. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus des supports, les acheteurs ont la main. Et les objectifs théoriques sont les résistances, les anciens supports donc soit les anciens plus hauts qui sont des résistances créées par le marché, soit d'anciens supports cassés devenus résistances. D'ailleurs, on va regarder en même temps l'avoine et le maïs. Alors c'est rigolo parce que l'avoine qui était celui qui grimpait le plus consolide depuis 2 jours et c'est le blé qui a pris le relais, aidé également par le maïs. Donc le maïs était beaucoup plus construit, beaucoup plus propre comme hausse. On avait fait un point bas, on était revenu sur des supports, on avait recréé ici une zone de support, ensuite on était parti, on avait cassé une résistance, on est revenu faire un pullback, 2 pullbacks et on repart à la hausse. Donc le blé est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus respectueux des seuils techniques. Donc l'avoine nous a surpris par la violence de son mouvement haussier et de son rattrapage. Le blé était usant, fatigant et il est enfin parti, mais j'avoue que c'était pas évident. Le maïs, lui, c'était beaucoup plus construit, beaucoup plus technique et progressif. En tous les cas, j'ai retrouvé le tweet que j'avais posté sur Twitter le 3 octobre dernier, c'est-à-dire il y a 11 jours. Le 3 octobre, c'était le début de cette séance ici. Et j'écrivais que je surveillais le maïs, le blé et l'avoine, les graminées qui étaient sous des résistances et qui pouvaient donner d'éventuels signaux en cas de cassure. Ensuite, dans les matières premières et pour finir, l'or qui ne monte pas et qui ne baisse pas non plus. L'or a été secoué, je pense, par le signal baissier qui a été donné la semaine dernière. L'or est dans une tendance baissière à court terme, sous pression. L'or pâtit de l'appétit pour le risque sur les marchés. Et par contre, l'or était jusqu'ici sous pression à cause du dollar américain. Et parce que le dollar consolide depuis hier, eh bien, ça permet à l'or de se stabiliser. En tous les cas, je vous le dis, si à tout moment, à une séance, l'or perd 3-4%, perd 30 ou 40 dollars, casse violemment les 1250 de la même manière qu'il a cassé les 1300, eh bien, je ne serais absolument pas étonné. Et puis enfin, le gaz naturel. Le gaz naturel, il a cassé la semaine dernière sa résistance des 3,10, une résistance de moyen terme. Et il a filé direction les 3,30, la résistance suivante qu'il a atteint hier grâce à la publication des stocks. Le gaz, tout comme le pétrole, est dans un rattrapage après une année 2015 très baissière. Et en plus de ça, les États-Unis devraient augmenter le prix du gaz. Et donc, ça a eu un impact haussier sur les cours. Et puis pour finir, les devises. Donc les devises, j'adore la propreté graphique de l'AUD-USD et du NZD-USD. Regardez ça. On prend un trait, on le fait passer par les plus bas depuis 6 mois, on revient sur le trait, on réagit, on repart à la hausse. Je sais que ça peut paraître magique, je sais que ça peut paraître bizarre quand on ne fait pas de bourse et qu'on découvre l'analyse graphique, mais vous noterez à quel point l'AUD est super propre dans son triangle. Et le NZD, c'est exactement la même chose. On a touché le bas de canal et on rebondit. Donc c'est vraiment des outils, les outils d'analyse technique qui fonctionnent très bien. Donc je vous avais dit que l'AUD-USD et le NZD-USD, si le dollar devait consolider, étaient les deux paires qui pouvaient le plus rebondir. Concernant l'euro et la livre, je vous ai plus expliqué que c'était pas évident d'être à l'achat dessus puisqu'elles sont baissières et c'était pas évident d'être à la vente dessus puisqu'il y avait des rebonds techniques. Donc vous voyez que l'euro reste sous pression, reste baissier pour l'instant. Et vous voyez que la livre, c'est la même chose. Elle reste sous pression dans un triangle de compression en attente d'autres catalyseurs. Et puis vous voyez que le dollar, il a consolidé hier, mais il se reprend aujourd'hui parce que, ne l'oublions pas, la tendance de fond est haussière et elle est soutenue par la volonté des États-Unis de remonter leur taux en fin d'année.
Et puis pour finir, l'USD-Yen. L'USD-Yen remonte parce qu'il y a de l'appétit pour le risque, parce que le dollar est fort, parce que le yen est délaissé puisque les indices sont haussiers. Eh bien, l'USD-Yen tape de nouveau à la porte des 104,30. Et si et seulement si la hausse continue sur les indices boursiers, on pourrait casser cette zone de prix et aller vers les 106,50, 107. A contrario, si on y échoue, bien évidemment, on pourrait revenir sur les 103. En tous les cas, il est intéressant de noter que sur les 8 dernières séances, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, tant qu'on aura des plus bas comme ça, serrés de plus en plus haut, la tendance est haussière et les risques sont haussiers. Alors, Over me pose une question sur une paire de devises. Si vous voulez me poser une question, c'est maintenant. Alors, Eurocad. Des fois, je me demande ce que vous allez faire sur certaines paires. L'Eurocad. Bonjour Nicolas, je suis vendeur sur Eurocad, je vise 1,4440. Penses-tu que cet objectif soit atteignable d'ici la fin de la journée? Alors, vous donner un timing, en fait, en bourse, c'est extrêmement difficile. Les 1,4440 et 1,44, c'est effectivement une zone de soutien qui pourrait être revue si les vendeurs gardent la main. Vous pouvez noter que sur la semaine, cette paire baisse depuis 5 jours. Et en 5 jours, elle a baissé d'à peu près 250 points. Ça veut dire qu'elle baisse de 50 points par jour. Donc à la question, est-ce qu'on peut toucher les 1,4440 aujourd'hui? La réponse est oui, bien évidemment, puisque tout est possible sur ces marchés. Après, vous noterez que cet objectif est à 60 points des cours actuels et qu'on a déjà perdu 60 points depuis le début de la séance. Donc puisque cette paire bouge en moyenne de 50 points par jour et qu'elle en a déjà perdu 60 aujourd'hui, ça fait beaucoup. L'Eurocad, c'est une paire qui baisse parce que l'euro est faible et que le CAD se reprend. Le CAD se reprend parce que le pétrole est très fort. Donc pour vous, la solution pour que vraiment la paire baisse fortement en séance, ce serait que le pétrole arrive à casser ses plus hauts annuels et à accélérer fortement. Voilà. C'est une possibilité. Après, je ne sais pas si vous avez forcément la date du jour et l'obligation de couper ce soir. Après, si vous voulez couper ce soir pour être tranquille, qu'on ait atteint ou pas votre objectif, eh bien, c'est peut-être parfois prudent de le faire avant le week-end. Pascal Trichet, donc formateur émérite qui travaille avec CMC, qui fera d'ailleurs une formation chez nous d'ici peu, me dit que l'AUD index est fort. Breakout à la hausse de 18 mois, de ce fait avec un euro faible, l'euro AUD est un short intéressant. Alors effectivement, l'euro AUD est en forte baisse ce jour et il est à noter que l'euro AUD revient sur un niveau hebdomadaire très important. Donc je suis d'accord pour dire que l'euro AUD est faible, qu'il profite de la baisse de l'euro et de la hausse de l'AUD. Par contre, attention, on arrive sur une zone clé. Et une zone clé, ça ne veut pas dire que ça va rebondir forcément très fort, mais ça veut dire qu'on peut avoir des réactions dans cette zone de prix. Et bien évidemment, si et seulement si on vient à la casser, alors on pourrait avoir une nouvelle accélération de la paire suite à la rupture de ce seuil hebdomadaire. En tous les cas, c'est certain, Pascal, l'AUD, et je l'ai déjà dit ces dernières séances, est contre le dollar la monnaie la plus forte. Généralement, comme je le disais dans la matinale hier, je m'en souviens très bien, les acheteurs ont tendance à aller sur les monnaies fortes type l'AUD ou le NZD ou à vendre les monnaies faibles qui sont l'euro ou la livre. Attention à la livre puisqu'il y a un intérêt spéculatif, donc c'est plutôt l'euro. Après, chacun fait comme il le sent, mais vous aurez bien noté que quand ça rebondit, l'AUD rebondit beaucoup plus fort que d'autres. Et puis pour finir, une question. Alors, Jacques nous dit, je vois une probable ETE en daily sur le maïs, qu'en pensez-vous? Alors, les ETE, vous savez qu'il faut faire attention. Alors, une ETE-I, vous voyez, une épaule, tête, épaule inversée. Et donc, là, effectivement, il y a l'esprit, on va dire, de l'ETE-I. D'ailleurs, si vous notez votre ETE-I comme ça, vous voyez qu'on a cassé la ligne de coup, qu'on a fait un pullback. Donc, c'est superbement bien vu, Jacques. Vous pouvez, pour définir l'objectif théorique de l'ETEI, calculer la hauteur entre la ligne de coup et la base. Ici, c'est 30 points, soit 10%. Et bien, si vous reportez ça à la hausse, votre objectif théorique est à 359, 360. Et comme de par hasard, c'est une zone qui a été travaillée ici au mois de juillet.
Donc voilà, très belle ETEI avec un objectif haussier vers 358, 360. Je vais d'ailleurs y mettre un petit carré. Et j'ai pour finir une question de Claude sur le jus d'orange. Alors le jus d'orange, on en a parlé rapidement. Et je crois que je vous ai dit très simplement que le jus d'orange était jusqu'ici en tendance haussière. Il a gagné pratiquement 100% en l'espace de 6 mois. Je vous ai alerté le 28 septembre parce qu'on faisait un chandelier d'excès haussier et donc je vous expliquais qu'on pouvait peut-être consolider. Ensuite, je vous ai fait cette oblique haussière et je vous ai dit si on la casse, c'est un signal baissier. On l'a cassé, on a fait un pullback, on a rebaissé le lendemain. Je vous ai dit qu'une inversion de polarité était validée et que tant qu'on était sous cette oblique, eh bien, les risques étaient baissiers. Et depuis 5 jours, je vous répète tous les jours qu'on a cassé la tendance haussière, qu'on est neutre désormais, qu'on a des risques baissiers puisqu'on fait des plus hauts de plus en plus bas tous les jours. Et la suite n'a été que logique. On est entré en consolidation sur les cours du jus d'orange. Manu, allez, ce sera la dernière question, me dit la MM20 et la MM50 sur le CAC se rejoignent. Est-ce que c'est un cluster? Alors je vais regarder le CAC avec les moyennes mobiles. Effectivement, MM20 et MM50, c'est un cluster, c'est les 4450 points, c'est le cours de clôture vendredi dernier, donc c'est un pivot. C'est un pivot clé, la zone des 4450 points. En fait, on est dans un range entre 4003 et 4500. Et à court terme, on est ici un peu plus dans un range entre 4370 et 4520. Donc autour de 4450, on est à 50% du range. Donc là, on est vraiment revenu à l'équilibre. C'est le cours d'ouverture de la semaine. On a eu un beau rebond. Si cet après-midi, les news ne sont pas réconfortantes, on aura des prises de bénéfices. Tant qu'on est au-dessus des 4430, ça reste haussier. Si par contre, cet après-midi, les stats sont bonnes et que Yellen est rassurante, le clou pourrait être enfoncé et on pourrait revenir très rapidement en direction des 4500 points. En tous les cas, je préfère accorder, si vous voulez, de l'importance au cluster de support et de résistance journalier. Là, vous me parlez d'un cluster intermédiaire puisque c'est un cluster qui est au milieu du range. Vous aurez remarqué que j'ai beaucoup plus de facilité et de volonté à vous parler de résistance clé ici et de support clé là qu'à vous chercher des supports et des résistances tous les jours en intraday. C'est la raison pour laquelle je suis aussi confiant quand je vous parle des résistances depuis un mois et c'est la raison pour laquelle hier je n'ai pas lâché mon bout de gras. L'analyse technique disait qu'on arrivait sur support, je trouvais tout le monde un peu fataliste et baissier et encore une fois la tendance a tenu. Voilà, sur ce, la semaine est presque terminée. On fera le point cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US sur les statistiques américaines et sur l'impact que cela a eu. Si vous voulez que je regarde certaines devises, certaines matières premières dont je n'ai pas parlé ce matin, n'hésitez pas à venir dans l'émission de cet après-midi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Si on ne se revoit pas cet après-midi, et puis voilà. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos questions, pour vos remerciements, pour vos compliments. On a tous les jours de plus en plus de monde en direct, on a tous les jours de plus en plus de monde sur YouTube et je vous en remercie très sincèrement. Au revoir à tous.